Alors, il s'agit de deux photographies en noir et blanc, deux photographies de studio. La première a été prise en 1969. Donc, on voit au centre de cette photographie une femme, Mariam Simpara, habillée tout de blanc. Et elle est entourée de ses enfants et de membres de sa famille, des neveux, des nièces, qui sont plutôt en arrière-plan. Il manque un personnage fondamental à cette photographie, c'est le mari de Mariam Simpara, Amadou Sédou Traoré, qui est en prison en fait au moment où la photographie est prise. Il est en prison parce que c'est un militant politique, un cadre de la Première République du Mali qui a été renversé en 1968 et donc il est en prison avec les autres cadres du régime depuis maintenant 1 an. Donc cette photographie a été prise par sa famille, par son épouse, pour être envoyée aux prisonniers politiques, voilà, pour lui rappeler le souvenir de la famille. La seconde photographie, donc toujours une photographie en noir et blanc, date de 1978. Alors là, sur cette photographie, on voit Amadou Traoré, qui est l'homme aux cheveux blancs. Il vient tout juste de sortir de prison. Il est resté 10 ans en fait au bagne dans le nord du Mali. Il en est ressorti vivant, contrairement à bien d'autres de ses camarades. Et il a les cheveux blancs qui portent la trace de ses années passées en détention, de la violence vécue. Et là, il est entouré donc de son frère et de sa sœur aînée. Et les autres membres de la famille ne sont pas présents. Alors, c'est des photographies qui ont été publiées dans un ouvrage écrit par Amadou Sédou Traoré, un ouvrage qui s'intitule « Le salaire des libérateurs », où pour la première fois, Amadou, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit dans sa vie, mais des ouvrages jusque-là politiques, historiques, et là pour la première fois, il raconte des fragments de sa vie, et notamment de cette vie passée en prison, loin de sa famille, et de la manière dont il a réussi plus ou moins à garder des liens avec sa famille. Et donc on est plus dans un registre personnel dans cet ouvrage, alors que ces autres ouvrages sont sur un registre très militant. Voilà, donc c'est des photographies qu'il a publiées, qui lui appartenaient et qu'il a publiées dans cet ouvrage. C'est la première fois que je trouvais des photographies qui provenaient de fonds privés de militants politiques et qui renvoyaient à cette expérience de la violence politique vécue en prison et vécue à l'intérieur des familles. Alors pourquoi sa famille a disparu sur la deuxième photo? Donc c'est ça que j'essaye d'explorer. J'ai quelques pistes de réponse. En premier lieu, son épouse, en premier lieu, il s'est séparé de son épouse en fait au sortir de la prison. Ils ont continué leur vie chacun de leur côté et clairement hein, la prison est venue là détruire et déstructurer une histoire de couple, même s'ils se sont retrouvés plusieurs années après. Et moi, quand j'ai rencontré Amadou Traoré, il était à nouveau dans une vie commune avec Mariam Simpara. Donc ils ont eu, disons que le temps de la séparation a duré au-delà du temps de la prison. Et si ces enfants ne sont pas présents sur la deuxième photographie, c'est lié à plusieurs raisons. En premier lieu, quand Amadou Traoré était en prison, il y a eu la volonté de sortir les enfants du pays dans la mesure du possible, en particulier les filles, parce que bien entendu la famille était menacée par les militaires au pouvoir. Donc une partie des filles d'Amadou Traoré sont allées faire leurs études en Union soviétique, voilà, pour les plus âgés. Ce qui était pour Amadou Traoré, militant marxiste, quelque chose de très important. Il était fier que ces filles aillent faire leurs études en Union soviétique, mais c'était aussi une mesure voilà, de protection et d'éloignement des filles de la famille. Son fils, lui par contre, est resté au Mali. Et ils se sont retrouvés à sa sortie de prison, mais son fils était tout petit en fait. Au moment où Amadou Traoré a été arrêté, il ne connaissait pas son père, il avait quelques mois. Et donc on a aussi cette violence de retrouver à 10 ans un père qu'on n'a jamais connu, qui est clairement un étranger, et c'est comme ça que son fils le raconte. Et donc comment apprendre à vivre avec ce père, un père qui a connu aussi voilà, l'expérience carcérale, la violence. Et Amadou Traoré, à sa sortie de prison, a subi des mesures d'éloignement de la part du régime militaire.
Donc il l'a envoyé, il est instituteur, et donc il l'a envoyé comme instituteur enseigner dans une ville du nord du Mali où le train ne passait pas. L'idée était de l'envoyer, de le couper de tous les moyens de communication avec la capitale. Parce qu'il savait très bien qu'il reprendrait ses activités politiques. Et donc Amadou est parti dans cette ville pour enseigner, mais bien entendu, il a continué ses activités politiques à distance, et même si le train ne passait pas, l'avion passait, et donc c'est par avion qu'il envoyait les tracts et le matériel militant. Et il est parti donc dans le Nord en emmenant avec lui son fils, et puis plusieurs enfants, en fait, de camarades politiques qu'il a contribué à éduquer. En fait, il faisait instituteur à l'école, mais aussi instituteur à la maison. Alors, je m'intéresse plus largement donc à la violence politique vécue par les individus dans leur âme, dans leur corps, dans la manière dont elles structurent leurs émotions et dont elle vient structurer ou défaire les liens familiaux, conjugaux dans les familles au Mali. Et ces photographies en fait sont des sources assez inédites. Comme je l'ai précisé avant, j'ai peu de sources de cette nature-là, parce que habituellement, donc on a des entretiens, plutôt des entretiens avec des hommes qui sont passés par la case prison, des prisonniers politiques, pour ceux qui ont réussi à survivre. Donc on a tout ce volet sources orales qui peut être exploité. Il y a quelques archives administratives qui viennent des fonds de la police, de la gendarmerie et de l'armée malienne autour des conditions de vie des prisonniers politiques maliens, dans les archives de l'ambassade de France aussi, ou dans les archives des associations des droits de l'homme, on trouve des éléments autour de ces expériences carcérales. Mais tout ça, c'est des éléments, des archives qui nous parlent d'un point de vue administratif et du point de vue de l'État ou des organisations qui sont loin, des Maliens de l'extérieur aussi, qui militent pour la libération des prisonniers politiques. Et ces documents, c'est des documents assez inédits qui permettent de franchir un petit peu la porte de l'intime, du moins de se poser ces questions, dans quelle mesure la prison a affecté les liens familiaux. Et c'est un peu ce que nous racontent ces deux photographies en fait, où on a une photo de 1969 où toute la famille est réunie pour maintenir le lien avec le père, avec le mari. Et donc on voit aussi là le rôle des épouses qui essayent de maintenir les liens avec leurs époux incarcérés, de leur faire tenir leur rôle de père malgré tout, malgré la distance. Et la photo prise 10 ans plus tard, en 78, cette famille a disparu. Donc voilà, ça ouvre la porte à des questions sur le délitement des liens familiaux du fait de cette violence-là. Et c'est ça que j'essaye d'explorer, ce qui n'est pas évident, parce qu'on manque largement de sources personnelles pour écrire cette histoire-là. Les prisonniers politiques essayaient plus ou moins d'entretenir une correspondance avec leur famille, mais là, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur ces lettres, sur ces correspondances familiales, sachant que un des moyens de rétention et d'oppression à l'égard des prisonniers politiques maliens dans les années 70 et 80 était de leur interdire d'écrire, et leur correspondance était les moments où ils avaient le droit, où il y avait une atténuation de cette contrainte. Leur correspondance bien sûr était censurée, lue, donc ce serait aussi des sources très intéressantes, mais qui comportent des biais, bien entendu, dans l'écriture. Il n'avait pas du tout une liberté de parole et d'écriture totale, mais d'après ce qu'il me raconte, parce qu'Amadou Traoré, j'ai pu le rencontrer avant sa mort à plusieurs reprises, on a pu faire des longs entretiens, et donc lui me racontait qu'il écrivait régulièrement à son épouse et à travers elle à ses enfants, et il essayait de suivre la scolarité de ses enfants, de suivre leur manière de grandir et leur questionnement personnel, et donc de leur répondre. Donc à distance, il essayait de tenir ce rôle de père, même si c'était pas du tout évident, bien entendu, pour lui. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ces hommes qui sont des militants politiques marxistes, là en l'occurrence, pour qui l'éducation a un grand rôle, pour qui l'éducation des enfants est quelque chose de fondamental, essayent de tenir ce rôle à distance,
et en étant considérés comme des ennemis de la nation à ce moment-là, au moment où ils sont en prison. Et aussi, on est face à des individus qui ont été des hommes de pouvoir, car c'est un des cadres de la Première République, un militant politique de l'indépendance. Et donc on a un basculement dans leur vie avec cet emprisonnement qui intervient en 1968 et qui vient bien sûr ébranler aussi les masculinités et la conception qu'ils ont d'eux-mêmes et la conception que potentiellement leurs proches ont à leur égard.